Il est 13h à Marseille. Un commandant de la brigade criminelle vient de recevoir un coup de fil. Qu'est-ce qui se passe là, Olivier? Je sais pas, j'ai été rappelé pour une affaire apparemment qui vient de tomber. Donc je sais pas du tout ce que c'est, je vais prendre les renseignements. Olivier interrompt son déjeuner. Une fusillade vient de se produire à Port-de-Bouc, près de Martigues. Il y aurait une victime collatérale. On va voir la surprise. Et c'est la victime qui sort de sa bagnole qui a fait feu sur l'autre. Sort avec un fusil de chasse, d'accord, et tire sur le véhicule rouge. En fait, c'est devant un bar à Port-de-Bouc qui est juste derrière une cité où ça deal. Boum, ça défouraille. Et là, tout de suite, la victime potentielle qui n'a pas été touchée, réplique, et l'autre il s'arrache, et il fait feu. Et c'est au moment où il y a un ouvrier qui est à 100 mètres du rad, qui est sur un parking en train de bouffer entre midi et deux. Il pointe sa cruche, et hop, il y a un bout de langue qui est parti. Juste la langue, c'est tout. Ça ressemble à un règlement de compte raté. Pas de mort, une victime collatérale simplement blessée. A priori, c'est pas pour nous, puisque le parquet a décidé de laisser. Mais pour le moment, en l'état, on ne prend pas cette affaire-là. C'est un peu un soulagement en même temps. Oui, ça ne m'arrangeait pas d'en avoir une maintenant, pour tout vous dire. Un soulagement parce que la crime a déjà des dizaines de règlements de compte sur les bras. Rien que cette année, 15 réglos, comme ils disent, ont eu lieu à Marseille. Un toutes les 3 semaines en moyenne, et même 2 en une journée, baptisé le jeudi noir par la crime. C'était le 5 septembre, le fils du directeur sportif de l'OM, Adrien Anigo, abattu quelques heures à peine après un jeune homme de 25 ans. Toutes ces affaires, c'est la brigade criminelle qui est chargée de les élucider. Olivier et son groupe d'enquête travaillent en ce moment sur 4 règlements de compte en même temps. Là, on a l'impression que voilà, c'est devenu... si vous n'avez pas votre Kalachnikov, comme dirait quelqu'un, t'as pas réussi ta vie, quoi, à Marseille, voilà. Ce matin, ils reviennent sur l'une des scènes de crime. La voiture de l'homme tué avait terminé sa course ici. Juste en face. Ça finit là. La voiture est retrouvée encastrée dans l'arbre. Dans l'arbre, là. Il reste encore quelques stigmates. La voiture de la victime, encastrée dans l'arbre, la voici. Le conducteur a été tué. En plein jour, 2 tueurs à moto l'ont poursuivi en tirant sur plus d'1 kilomètre. Au milieu des embouteillages, ils ont vidé 2 chargeurs de Kalachnikov. 2 mois plus tard, Olivier essaye de comprendre ce que la victime, connue pour des affaires de braquage, faisait ce jour-là sur ce parking. Est-ce que tu te décales, tu as plus une vue par enfilade dedans. L'homme tué avait-il rendez-vous? Une négociation a-t-elle mal tourné? Je ne comprenais pas ce qu'il pouvait faire dans ce secteur au départ, avant de se faire tirer dessus. Et à quoi ça vous sert de comprendre ce qu'il venait faire là, en fait? Avec d'autres éléments d'enquête dont je ne peux pas vous parler, ça peut nous permettre de recouper certaines informations que nous avons apprises entre-temps. Les policiers espèrent aussi récolter de nouveaux témoignages qu'ils auraient pu rater lors de leur premier passage. Vous n'avez rien vu de particulier? Non. Vous avez entendu? Ça tirait des coups de feu. Vous n'avez pas vu d'où venait la voiture quand elle s'est fait tirer des coups de feu? Les gens savent que ça a affaire à du banditisme, entre guillemets. C'est plus difficile pour eux de parler, quoi. Par crainte, pleine de crainte de représailles, etc. Donc, voilà. C'est aussi ça, le travail de la PJ. Auditionner des témoins qui n'ont rien vu, attendre les renseignements d'un informateur, surveiller des voyous pendant des heures. C'est souvent moins spectaculaire que dans les films. Ces affaires-là sont les plus dures à élucider. 40% des règlements de compte sont résolus à Marseille, contre 80% pour les crimes classiques. En général, ça se passe de nuit, vous n'avez pas beaucoup de témoins, des individus porteurs de cagoules, voitures volées, des téléphones qui ne voient pas le jour. Voilà, bon, donc, et puis après, j'arrose d'essence, je fais tout brûler. C'est ça la réalité. Mais dans son enquête, Olivier, lui, a tout de même un indice. La voiture de la victime, elle n'a pas été brûlée par les tueurs. Donc on voit les dégâts qui ont été occasionnés avec toute la série d'impacts sur le côté gauche, essentiellement, sur le pare-brise. Donc là, à partir d'un véhicule comme ça, vous pouvez en extraire des infos intéressantes?
surtout sur le mode opératoire. Avec les trajectoires de tir des techniciens qui mettent des réglettes, ça nous permet d'avoir les sens de tir. Ça peut déterminer le nombre de tireurs au vu des trajectoires de tir. Tout ce qui est saisi est analysé par la police scientifique, la carte maîtresse pour résoudre une affaire. Philippe Chad dirige ce laboratoire marseillais situé dans un lieu secret pour éviter les vols. Depuis le début de l'année, 6800 dossiers sont arrivés dans son service. Typiquement, voilà, une réception de scellés au laboratoire de Marseille. Donc c'est une journée quotidienne avec ici l'arrivée d'une centaine de pièces qui vont être analysées dans les prochains jours. Et ça peut aller d'un mégot de cigarette jusqu'à des vêtements, des armes, des munitions, des morceaux de voiture. C'est vraiment la scène de crime qui va décider de la nature des prélèvements. Aujourd'hui, les techniciens essaient de faire parler cette Kalachnikov saisie en perquisition. Là, on voit quelque chose, non ? Oui, effectivement. Alors, on a deux empreintes digitales là. On a une par là et une par là. Après le traitement de la photo, on va pouvoir déterminer si la trace est exploitable. Si elle est exploitable, effectivement, on pourra éventuellement faire matcher cette trace avec la personne qui est dans le fichier. Le fichier automatisé des empreintes digitales recensait en 2010 plus de 3,5 millions d'individus. Si cette trace y est enregistrée, la police saura le nom de celui qui a touché cette arme. Une fois les empreintes relevées, la Kalash est ensuite envoyée au département de la balistique. Ça, c'est l'arme classique du règlement de compte. C'est assez courant, effectivement, ce modèle-là, le modèle M70 AB2, fabriqué en Yougoslavie, qu'on rencontre assez couramment, effectivement. Celle-là est particulièrement en très bon état, n'a pas l'air d'avoir beaucoup servi. Du coup, c'est moins facile pour vous si elle n'a pas beaucoup servi. Elle peut avoir, il suffit qu'elle ait servi une fois, par exemple, et qu'on ait retrouvé des éléments pour pouvoir l'identifier en utilisant le fichier national. En examinant l'arme sous toutes ses coutures, ces experts-là doivent déterminer si la Kalachnikov a servi dans d'autres crimes. Car chaque arme signe la munition qu'elle tire. Chaque canon laisse une trace unique sur chaque projectile. C'est comme ça que les enquêteurs peuvent rapprocher certaines affaires. Mais c'est rare, les tueurs sont en général des professionnels. Les auteurs, surtout dans des événements particulièrement violents, des règlements de compte ou le banditisme, le grand banditisme qui véhicule énormément d'argent, les malfaiteurs ne s'attachent pas vraiment à garder leurs armes. Plutôt que d'être identifiés, ils préfèrent les détruire. Donc c'est ce qu'on voit assez couramment. Des armes comme celle-là, la police judiciaire en saisit des centaines par an. Des armes de guerre pour tuer à tous les coups. Cette violence est le plus souvent liée à des luttes de territoire pour le trafic de stupéfiants, un marché qui brasse des millions d'euros. Il y a quelques mois, la brigade criminelle a interpellé un homme de 24 ans à qui le trafic de cannabis rapportait 25 000 euros par jour. Un jeune homme soupçonné d'avoir fait exécuter 3 personnes pour garder sa place. Le chef de la brigade criminelle appelle ça le néo-banditisme. On a vu l'émergence d'un phénomène que l'on a appelé néo-banditisme, qui est l'émergence de ces groupes, de ces équipes de malfaiteurs issus des quartiers sensibles de Marseille. À partir de là, on a pu voir apparaître ce que j'appellerais moi des étoiles filantes du banditisme. On a affaire à des profils criminels assez jeunes. La plupart des victimes de ces règlements de compte sont des jeunes gens d'une vingtaine d'années. Des étoiles filantes, généralement abattues avant 30 ans. Difficile de prévoir, d'empêcher ces règlements de compte. Paradoxalement, les succès de la police peuvent même en provoquer. Il n'est pas interdit de penser que quand il y a une action policière qui démantèle un réseau de stupéfiants, voire qui assèche parce qu'on fait des grosses saisies, parce qu'on récupère des sommes d'argent importantes, ça crée des tensions et que ça génère des contentieux de manière liée, conséquente, et que ces contentieux conduisent à des règlements de compte. Quels clans sont en conflit? Qui doit de l'argent à qui? Pour tenter de s'y retrouver et avoir une vue d'ensemble, la police judiciaire s'appuie aussi sur les écoutes téléphoniques. Des centaines de conversations enregistrées, les policiers à l'affût
casque sur la tête. Ça donne quelque chose, l'écoute ou pas? Non, pour l'instant, rien. On n'a rien du tout dessus. Famille, et voilà, c'est tout. Parano ou pas, les voyous pensent à tort ou à raison qu'ils sont systématiquement sur écoute. Donc, vrai ou pas vrai, quoi qu'il en soit, ils prennent des précautions sur les lignes. Ces gens-là, tout ce qui tourne autour du règlement de compte, ce sont des voyous aguerris d'habitude et qui ont déjà eu affaire au service de police par le passé pour d'autres infractions et donc qui sont un peu rodés à la machine. Pourtant, ce travail, qui prend énormément de temps à la PJ, est quand même utile. Ça nous sert à connaître leurs habitudes, connaître les lieux qu'ils fréquentent, les contacts qu'ils ont et de manière générale à avoir une vue d'ensemble sur l'individu qu'on a sous surveillance. Un travail de fourmi, long et fastidieux, auquel s'ajoute la paperasse qui submerge de plus en plus les policiers. C'est assez chargé, hein. La procédure française étant écrite, l'essentiel de notre boulot quand même, c'est matérialisé par procès-verbal et par écrit ce qu'on peut faire à l'extérieur, que ce soit toutes les enquêtes de voisinage, les constatations, les surveillances. Il faut après le matérialiser par de l'écrit, donc effectivement ça fait une grosse partie de travail écrit à faire. Surchargée, débordée, la PJ marseillaise va toutefois recevoir du renfort. Les 24 nouveaux policiers promis en août par Manuel Valls doivent arriver en novembre. 15 règlements de compte depuis le début de l'année. À la brigade criminelle, on dit que le 16e ne devrait pas tarder.